Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de proposer une capsule méthodologique à partir d'un texte qui a été donné à l'agrégation de philosophie en 2006 à l'oral et qui est au début des essais dans le livre 1, c'est le 3e chapitre qui s'intitule « Nos affections s'emportent au-delà de nous ». Alors, donc les objectifs de cette capsule sont de voir un peu la méthodologie pour lire un extrait. Alors, le texte n'a pas été découpé par moi. Comme je l'ai dit déjà dans une précédente capsule, il est très difficile de découper Montaigne et j'ai fait confiance à la découpe du jury d'agrégation qui a proposé ce texte en 2006. Alors, je vais le lire. Nos affections s'emportent au-delà de nous. Ceux qui accusent les hommes d'aller toujours béants après les choses futures et nous apprennent à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en cela, comme n'ayant aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n'avons sur ce qui s'est passé. Touche la plus commune des humaines erreurs. S'ils osent appeler erreur, chose à quoi nature même nous achemine pour le service de la continuation de son ouvrage, nous imprimant, comme assez d'autres, cette imagination fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est animus futuri anxios. Le malheur accable l'esprit inquiet de l'avenir. Sénèque. Ce grand précepte est souvent allégué en Platon. Fais ton fait et te connais. Chacun de ces deux membres enveloppe généralement tout notre devoir et semblablement enveloppe son compagnon. Qui aurait à faire son fait verrait que sa première leçon, c'est connaître ce qu'il est et ce qui lui est propre. Et qui se connaît ne prend plus l'étranger fait pour sien, sème et se cultive avant toute chose, refuse les occupations superflues et les pensées et propositions inutiles. Comme la folie, quand on lui octroiera ce qu'elle désire, ne sera pas contente, aussi est la sagesse contente de ce qui est présent, ne se déplaît jamais de soi. Épicurus dispense son sage de la prévoyance et soucie de l'avenir. Entre les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble autant solide qui oblige les actions des princes à être examinées après leur mort. Ils sont compagnons, sinon maîtres des lois. Ce que la justice n'a pu sur leur tête, c'est raison qu'elle l'ait sur leur réputation et bien de leurs successeurs, chose que souvent nous préférons à la vie. C'est une usance qui apporte des commodités singulières aux nations où elle est observée, et désirable à tout bon prince, qui ont à se plaindre de ce qu'on traite la mémoire des méchants comme la leur. Nous devons la sujétion et obéissance également à tout roi, car elle regarde leur office. Mais l'estimation, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur vertu. Donnons à l'ordre politique de les souffrir patiemment,
indignes de sceller leurs vices, d'aider notre recommandation de leurs actions, indifférents, pendant que leur autorité a besoin de notre appui. Mais notre commerce fini, ce n'est pas raison de refuser à la justice et à notre liberté l'expression de nos vrais ressentiments, et nommément de refuser au bon sujet la gloire d'avoir révérément et fidèlement servi un maître, les imperfections duquel leur étaient bien connues, frustrant la postérité d'un si utile exemple. Et ceux qui, par respect de quelque obligation privée, épousent uniquement la mémoire d'un prince mélouable, font justice particulière aux dépens de la justice publique. Alors, qu'est-ce que je ferai moi ? Je commencerai par regarder la structure thématique, c'est-à-dire regarder un peu par thème. Donc ici, on a vu qu'au début, on a vraiment l'impression d'être dans un texte qui traite de l'éthique, et qu'ensuite, on passe à une réflexion sur la justice, à une réflexion non seulement sur la justice, mais sur la politique. Ensuite, moi, je regarde les pronoms personnels et les noms propres. Je crois que ça s'appelle l'énonciation. Enfin, moi, en tout cas, on va dire pronoms personnels et noms propres. Et surtout, je m'étonne. C'est avec l'étonnement qu'on fait les commentaires. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois que j'ai fait ce petit travail ? Donc, j'ai remarqué qu'au début, ça avait vraiment l'air philosophie, éthique et tout. Hein. Épicure, les stoïciens avec Sénèque, Platon, bon, ok. Et après, entre les lois qui regardent les trépassés, maître des lois, la justice, roi, prince, justice particulière aux dépens de la justice publique. Donc là, je me souviens que c'est un magistrat qui écrit, qu'il est dans les affaires politiques. Hein, d'ailleurs, Montaigne est emprisonné une journée entre les 2 premiers livres et l'écriture du 3e livre. Il est ensuite maire de Bordeaux. Bon, voilà. Il a eu des implications politiques toute sa vie, dès qu'il était en âge de travailler. Son père lui-même était maire de Bordeaux, donc voilà. C'est une réflexion politique en réalité. Alors, pour ce qui est donc des méthodes toujours, je regarderai d'abord le background philosophique. Hein. Il est en dialogue avec quel philosophe ? À qui répond-il ? Je regarderai le mouvement du texte, hein, comment le texte progresse. Donc j'ai déjà dit un mot à ce sujet de la morale ou de l'éthique vers la politique, du privé vers le public. On sait que Montaigne, dans les essais, définit son livre comme un livre sur soi, hein, notamment dans Au lecteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Au lecteur ? Il dit « Je suis moi-même la matière de mon livre, ce n'est pas raison que tu perdes, que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain, adieu donc. » Bon, ok. Je regarderai les notions. Donc, quelles sont les notions philosophiques qui sont dans ce texte ? Comme j'ai la totalité des essais, je regarderai l'intertexte. Bien sûr, je regarderai l'argumentation détaillée. Donc, concernant l'argumentation détaillée, je vous renvoie à la capsule précédente qui compare l'argumentation de l'utile et de l'honnête à de l'amitié. Je regarderai la dialectique, c'est-à-dire les tensions, les oppositions. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, on obtient à peu près ceci. Donc, pour le background philosophique, il y a les stoïciens, les épicuriens, Platon et surtout Socrate avec l'inscription du temple de Delphes. Fait ton fait te connaît. La Boétie
de la Boétie. Il y a la Boétie de la servitude volontaire et la Boétie du mémoire sur l'édit de Nantes. Donc, la Boétie est connue pour la servitude, qui est donc le texte qui a inspiré à Gandhi sa révolution pacifique, avec la phrase « Cessez d'obéir et vous êtes libre », tout simplement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le tyran, vous avez juste à ne pas obéir. Or, la Boétie est aussi impliquée dans la politique et surtout ne veut plus de ces guerres de religion. Sur son lit de mort, il convoque le frère, ou bien le frère réformé de Montaigne vient le voir et lui dit « Écoutez, la paix c'est plus important que tout ». Voilà, la Boétie c'est quelqu'un de pacifique. Donc dans le mémoire sur l'édit de Nantes, là il dit « Il faut obéir ». C'est un texte de philosophie politique, donc il faut voir les autres références, certainement Machiavel, voilà, peut-être Baudin, voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de l'autoportrait, Montaigne est très soucieux de l'authenticité, c'est pour ça que il dit que il veut qu'on le voit en sa façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude et artifice. Il a horreur de l'inauthentique. Et ici, on retrouve l'expression vrai ressentiment. Pour ce qui est des notions, il y a la notion de vertu. Je vous encourage, si cela vous intéresse, à écouter la capsule sur la contribution de Montaigne à la philosophie morale. Donc c'est 2 capsules plus haut. La justice, l'opposition privé-public, le privé et le public, le vrai, le faux, l'authentique, l'inauthentique, donc la vérité, le mensonge, l'obéissance à l'ordre pendant que les princes sont vivants, mais pas à leur réputation une fois trépassée, le fait que les princes et les rois sont au-dessus de la justice, la liberté publique opposée à la liberté privée, c'est-à-dire, on est dans une cité, on obéit, mais à l'intérieur de soi, on est libre. Ça, c'est très Épictète, ça, c'est très stoïcien, ça. La servitude politique versus la liberté individuelle, donc ce qui rejoint la même idée. Donc ça annonce déjà l'arrière-boutique qu'il énonce dans De ménager sa volonté, donc ça c'est l'essai 3.10, et l'opposition entre ce qui est utile et ce qui est honnête annonce le chapitre de l'utile et de l'honnête qui ouvre le 3e livre. Le 3e livre qui est le livre le plus personnel, celui où il parle le plus de lui. Bon, pour le mouvement du texte, on a vu qu'il semblait partir de morale éthique, en plus ça part avec un titre sur les affections. Ensuite, il passe aux politiques et il revient à la liberté individuelle. Donc, à l'intérieur du texte, c'est comme s'il y avait une transcendance, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très stoïcien. Il y a les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, mais j'ai toujours une prise sur mes pensées. Mes pensées sont libres, mon âme est libre. Alors maintenant, le dialogue avec le reste, il y a une référence à son projet, au lecteur, tout ce qui concerne le mensonge dans l'essai qui est consacré au menteur, de l'utile et de l'honnête, donc on livre 10 du livre 1, livre 3 essai 1, de ménager sa volonté, donc là c'est sur l'arrière-boutique, donc cet espace à soi et rien qu'à soi, privé, où on est vraiment libre.
La servitude volontaire de la Boétie et le mémoire sur l'édit de Nantes, et toujours sur la Boétie, de l'amitié, donc 1,27 dans cette édition, parce qu'il présente la Boétie comme celui qui a écrit un discours qui était gentil, c'est-à-dire noble, mais ce discours a été détourné et on l'a rebaptisé le contraint. C'est pourquoi Montaigne explique qu'il renonce à le publier comme il avait initialement prévu de le faire. Et pour ce qui est de l'intertexte, il y a tous les essais sur la justice qui traitent de la justice plus particulièrement dans le livre 1. Pour ce qui est du politique, il y a tous les essais qui traitent des grands princes ou tyrans, ou voilà, donc sur Alexandre et César, donc de trois excellents hommes, l'essai qui s'intitule De trois excellents hommes, voilà, qui est à la fin du livre 2. Donc tout ce qui est inspiré par les vies parallèles de Plutarque. Voilà, dans la mesure où il y a cette référence au stoïcisme, on peut penser à l'empereur Marc Aurèle, quand il parle des princes vertueux. Il y a tous ces princes Adrien, Marc Aurèle qui ont fait la Pax Romana. Voilà. Bon, il faut regarder les tensions, les oppositions, donc ce qui crée une dialectique. J'ai déjà dit le public, le privé, le juste, la justice, l'injuste, le vrai, le faux, donc l'authenticité, le mensonge, l'ordre public et l'obéissance, avec les deux la Boétie, celui de la servitude volontaire et celui de l'édit de Nantes. Et il y a aussi une hiérarchie. Hiérarchie, la justice subordonnée au roi. Le roi est au-dessus de la justice. Il la contrôle. Et le public est subordonné au privé, c'est-à-dire que les intérêts privés doivent suivre le bien commun pour qu'il y ait la paix. Mais cela ne nous empêche pas, une fois que la paix n'est plus troublée, de dire, pour des questions de vertu et de justesse et de justice, ce qu'on pense, les vrais ressentiments à l'égard du prince. Et l'argument que Montaigne donne, c'est que on traite les princes méchants comme les vertueux, et ce n'est même pas juste pour les vertueux qui ont été de bons gouvernants. Voilà en gros comment moi je commenterais cet extrait si je devais le faire. Alors c'est un exemple, ce n'est absolument pas un modèle, je propose des jalons pour nourrir la réflexion des unes et des autres. J'espère que cette capsule vous aura été utile et je vous remercie. À très bientôt.